Salut à toi et bienvenue dans cette 4e vidéo du MOOC Énergie-Climat de l'association Bilan Carbone et d'Avenir Climatique. Après avoir traité dans les vidéos précédentes des verrous à l'échelle individuelle, pourquoi on ne passe pas à l'action, et des verrous à l'échelle politique et économique, nous allons dans cette vidéo aborder les verrous sociotechniques ou ce que l'on pourrait appeler l'inertie structurelle. Non, ne change pas direct de vidéo, tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Nous allons parler de l'origine du clavier AZERTY, tenter d'expliquer la place de la voiture dans nos villes, aborder les mythes fédérateurs de nos sociétés techniques et surtout essayer de cerner et comprendre les enjeux complexes à l'œuvre au sein de notre société. Commençons. Dans notre cas, nous proposons cette définition. Un verrouillage est une impossibilité de modifier les propriétés d'un système. Pour ce qui est du terme sociotechnique, comment le définir ? On pourrait définir l'environnement sociotechnique comme l'environnement social et technologique dans lequel nous vivons et dont nous dépendons. Couplons maintenant ces définitions entre elles pour aboutir à la définition d'un verrouillage structurel. Il s'agit donc de l'impossibilité de modifier les propriétés de l'environnement social et technologie dont nous dépendons. Maintenant, rendons plus concrète cette définition. Cela signifie que les gens qui veulent changer les choses se heurtent à leur propre environnement. C'est-à-dire que rien n'est fait pour les aider, voire il existe même des phénomènes et des mécanismes décourageant le changement. Ces freins ne sont pas insurmontables pour les plus motivés d'entre nous, mais ils le sont pour une majorité de personnes dites neutres. C'est-à-dire des personnes ayant envie de changer les choses, mais pour qui ces obstacles sont trop importants. Par exemple, ne pas prendre ma voiture pour aller au travail. Ah oui, mais je dois faire 3 changements de bus et 20 minutes de plus pour y arriver. Prendre le vélo, c'est bien aussi. Mais c'est dangereux car rien en ville n'est fait pour lui donner une place. Et quand on sait que ces personnes neutres représentent au moins 60% de la société française, ces freins ralentissent clairement la transformation de notre société. Mais en vrai, comment notre environnement social et technologie en arrivait à nous contraindre ? C'est cela la question. Pour l'expliquer, il faut chercher du côté de sa construction. Regardons donc plus en détail. Un environnement sociotechnique est issu de la construction d'un réseau entre des acteurs, des entreprises par exemple, des normes et des pratiques. Ce réseau se met en place progressivement et plus important encore, il gagne en stabilité au fur et à mesure qu'il se construit. Il n'y a pas de grand méchant qui a imposé un système contraignant pour tous, même si bien évidemment de nombreux acteurs freinent tout changement profond. De notre mobilité asservie par la voiture individuelle, aux problèmes de précarité énergétique par manque de rénovation thermique de nos bâtiments, ou encore la prépondérance d'une agriculture intensive productiviste, il existe de très nombreux verrous au sein de notre société. Prenons un des exemples les plus emblématiques, le clavier QWERTY ou AZERTY dans sa déclinaison française. Le clavier AZERTY, c'est le clavier classique que nous utilisons et que l'on nomme ainsi car les 6 premières lettres du clavier sont le A, le Z, le E, le R, le T et le Y. Cependant, savez-vous pourquoi les lettres sont disposées dans cet ordre ? Cela remonte au temps où l'on utilisait des machines à écrire. Un ingénieur de l'époque s'était en effet rendu compte que les secrétaires étaient toutes confrontées au même problème. Leur vitesse de dactylographie étant très rapide, les tiges de leur machine à écrire avaient tendance à s'enrayer. Il a donc décidé de modifier la conception des machines à écrire pour que les lettres les plus souvent utilisées se trouvent sur des doigts faibles. Ceci dans le but de ralentir la vitesse de dactylographie afin d'éviter l'enrayement des tiges. C'était la naissance du clavier QWERTY. Mais pourquoi continuons-nous donc à utiliser ce design de clavier étant donné que le problème des tiges qui s'enrayent n'existe plus ? D'autant plus que des chercheurs et des informaticiens ont développé un nouveau type de clavier, le clavier Dvorak, D-V-O-R-A-K, qui permet d'augmenter la vitesse de frappe de plus de 40%. Comment se fait-il donc que cette alternative plus performante n'ait pas passé le stade de prototype et n'ait pas pu se démocratiser ? Il faut chercher du côté de ce qu'on appelle la dépendance au chemin. Nous avons décidé de continuer à fonctionner avec un système technique déjà en place, que nous et nos prédécesseurs connaissions, plutôt que de modifier, voire de repenser le système. Et cela quand bien même le prolongement du système technique est moins performant qu'une solution alternative existante. Il est ici très important de comprendre que les coûts investis dans le chemin influencent les investissements futurs. Il est très difficile d'imaginer les alternatives au modèle actuel et surtout de les concrétiser. De par cette dépendance au chemin, il n'est pas du tout garanti que des alternatives plus performantes arrivent à s'imposer en lieu et place de l'environnement sociotechnique actuel. Il y a ce qu'on appelle verrouillage. Élargissez à tous les autres secteurs d'activité, à toutes les normes en vigueur, ainsi qu'à toutes les techniques et pratiques actuelles, et le nombre de verrous devient potentiellement vertigineux. Prenons un exemple plus grand, comme notre mobilité quotidienne régie par la voiture individuelle. Vous êtes probablement familier avec ce genre d'informations.
On parlait des bouchons qui augmentent de façon alarmante en Île-de-France. Anaïs Bouicha, c'est une enquête qui vient de paraître. Oui, plus de 10% d'augmentation l'an dernier, soit 21 km de plus en heure de pointe. C'est le constat d'une étude V-Trafic pour le JDD. En voyant cette vidéo, les questions s'amoncellent. Comment en est-on arrivé à ces situations si critiques dans la mobilité domicile-travail? Pourquoi la voiture reste le moyen privilégié pour se rendre au travail? Comment se fait-il que l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être seul dans sa voiture, soit toujours une réalité et que les embouteillages monstres soient le quotidien de tant de gens? Quelle est la raison surtout qui nous a poussé à introduire les voitures jusque dans les zones urbaines denses? À Paris, par exemple, la voiture occupe 50% de l'espace public pour seulement 13% des trajets. Pour répondre à ces questions, il faut de nouveau regarder en arrière et remonter à l'apparition de la voiture et aux choix faits dans le passé. Choix, on va le voir, intrinsèquement liés à l'histoire du XXe siècle. Remontons donc le cours du temps. L'automobile n'a pas toujours été considérée comme cet objet essentiel de nos vies, ni comme un gage de modernité. Dans la première moitié du XXe siècle, c'était avant tout une source de nuisance et de danger supplémentaires. Le nombre de morts en ville poussait les éditorialistes de l'époque à réclamer son interdiction et chaque année, des processions avaient lieu en hommage aux enfants morts écrasés par une voiture. Comme par exemple en 1921 où à Pittsburgh eut lieu une commémoration pour les 22 enfants morts cette année-là. La voiture était surnommée l'écraseuse. La voiture a cependant connu une véritable expansion à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, notamment pour rentabiliser l'industrie automobile de guerre, et nombre de ces infrastructures s'intégrèrent donc à notre quotidien. C'est le cas des autoroutes qui virent le jour pour la première fois dans l'Allemagne nazie d'avant-guerre. De plus, en cette période, l'espace urbain et le carburant ne manquaient pas du tout. Et cette condition favorable ont donc permis son développement ainsi que des bénéfices visibles et concrets, notamment de confort, une voiture individuelle étant bien plus agréable que les transports collectifs, un bénéfice de rapidité de déplacement également, et aussi des forts bénéfices en termes de création d'emplois avec cette industrie naissante. Ces bénéfices, en retour, justifiaient donc la mise en place de normes et plus généralement d'environnements sociotechniques favorables à l'usage de la voiture, comme l'urbanisme avec des banlieues résidentielles, des zones commerciales, des parkings, bref, on s'étale, mais aussi des infrastructures avec des autoroutes, de nombreuses routes secondaires, et bien évidemment des services dédiés à la voiture comme les drives, les garages. La manière de se déplacer a par conséquent évolué. Cependant, cette évolution ne fut pas à proprement parler spontanée. En effet, pour favoriser la construction de cet environnement sociotechnique et de manière plus générale d'un quelconque environnement sociotechnique, il est nécessaire d'influer sur les consommateurs, ou les usagers dans notre cas. C'est ainsi que pour favoriser l'adoption de la voiture individuelle aux États-Unis, un consortium privé réunissant General Motors, la Standard Oil, Phillips Petroleum et Firestone est entré au capital de la National City Lines. Ce consortium en prit même le contrôle, puis créa une myriade de filiales dans le but de racheter les compagnies locales de tramway de toutes les grandes villes américaines. La National City Lines et ses filiales s'employèrent par la suite à les remplacer par des dessertes de bus ou bien à tout simplement les laisser péricliter, au profit de la voiture personnelle. Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de grand méchant loup. Je me suis peut-être trompé sur cet exemple. Si on prend donc du recul et que l'on analyse le développement de la voiture tout au long du XXe siècle, on retrouve la construction d'un réseau progressif entre le triptyque acteurs, normes et pratiques. Acteurs, c'est-à-dire les industriels de l'automobile, du pneu mais aussi les pétroliers et les constructeurs routiers. Normes, avec l'organisation de la ville autour de la voiture, par des feux, par des ronds-points, etc. Et les pratiques avec un délaissement des transports en commun, des week-ends en campagne, la traversée de la France par exemple avec les premiers congés payés, on part plus loin. Et il faut bien évidemment ne pas oublier dans la construction de ce réseau l'importance de l'influence sur les pratiques des usagers avec, ici, le démantèlement des réseaux de transport en commun et notamment des trolleys et des tramways. De nos jours, cet environnement sociotechnique a verrouillé les usages et les habitudes. Cela empêche le développement des alternatives et ce, même si de nombreux désavantages sont connus. Il y a l'étalement urbain, avec une artificialisation des sols et une réduction des espaces naturels pour la biodiversité. La pollution atmosphérique, avec 48 000 décès par an prématurés selon l'Agence nationale de santé publique. Et un coût estimé à plus de 100 milliards d'euros par le Sénat. Il y a bien évidemment les gaz à effet de serre, et bien d'autres désavantages encore. Mais comment se fait-il que malgré tous les désavantages connus, nous n'arrivions pas à faire changer le régime dominant ? Il y a, une fois encore, la dépendance au chemin qui nous pousse à essayer d'innover au sein même du régime dominant sans essayer de le remettre en cause. On fait ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale.
L'avantage de ce type d'innovation, c'est que c'est plus rapide. En effet, le système existe déjà, moins coûteux en termes d'investissement. Il suffit par exemple de se concentrer sur seulement certains composants du système. C'est ainsi que la recherche automobile s'est concentrée pendant des décennies sur l'amélioration de l'efficacité de la motorisation, à aller plus loin avec moins de carburant. L'innovation incrémentale est aussi facilitée par le système de recherche établi. Il est plus facile de signer des partenariats ou de faire fonctionner des laboratoires de recherche quand les besoins de financement sont moins importants. Au final, cette innovation incrémentale, en ne remettant pas en cause la structure dominante verrouillée, peut reproduire des erreurs, comme dans le cas du clavier QWERTY, et empêcher des innovations de rupture. Si on en revient à notre exemple de la mobilité quotidienne, le remplacement des voitures thermiques par des voitures électriques est une simple innovation incrémentale. Cela ne résoudra en rien les problèmes des embouteillages, de l'étalement urbain, de la réduction des espaces naturels pour la biodiversité. En fonction de comment est produite l'énergie, cela peut ne même pas résoudre le problème des émissions de gaz à effet de serre. Seul le problème de la pollution atmosphérique serait résolu. Attention, nous ne disons pas que la voiture électrique est une mauvaise solution. Nous disons juste que casser le verrou socio-technique de la mobilité quotidienne en zone urbaine impose de remettre en cause la notion de voiture individuelle. Ensuite, en plus de la dépendance au chemin qui nous pousse à essayer d'améliorer le système actuel plutôt que de le remettre en cause, il existe de nombreux freins. On entend par frein tout ce qui empêche la transformation de nos environnements socio-techniques. Et pour réussir à freiner cette transformation, nous l'avons vu, il faut réussir à retarder l'évolution des normes, des pratiques et des acteurs eux-mêmes. Il faut également faire en sorte que les préférences des consommateurs ou des usagers n'évoluent pas. En résumé, il faut essayer de maintenir le statu quo. Mais pourquoi maintenir ce statu quo? La question qui en découle est qui sont ces personnes qui ont intérêt à ce que rien ne change? En un mot, les lobbies. C'est le premier type de frein. On entend par lobby des groupes de pression représentant des intérêts privés qui vont à l'encontre de toute transformation de nos sociétés. De certains grands industriels aux acteurs financiers, en incluant même parfois des patrons de médias, ce terme parfois fourre-tout regroupe une grande variété d'acteurs. Rappelle-toi le consortium composé d'industriels de l'automobile, du pneu et du pétrole entré au capital de la National City Lines. Les lobbies ont fait et font toujours en sorte de renforcer les effets de verrouillage et de limiter la propre déconstruction des intérêts qu'ils défendent. Et ce, même si ces intérêts vont à l'encontre de l'intérêt général. Mais il existe d'autres freins que les lobbies, notamment ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. Il s'agit d'investissements déjà réalisés, par exemple dans les énergies fossiles, et qui justifient de poursuivre leur utilisation par souci de rentabilité. On peut aussi considérer ça comme une forme de dépendance au chemin. Ainsi, nous avons déjà investi plus de 2000 milliards de dollars dans les énergies fossiles, et ce, malgré la connaissance de leur caractère climaticide. Pour rappel, si l'on souhaite tenir nos engagements climatiques, c'est-à-dire limiter le réchauffement à plus de 2 degrés, il faudra laisser 80% de ces énergies dans le sol. C'est pourquoi ces coûts déjà engagés ne devraient pas peser dans la balance décisionnelle. Cependant, en pratique et dans une logique d'aversion à la perte, ils influent clairement dans notre décision de continuer à rentabiliser ces investissements. Pour illustrer cette aversion à la perte, prenons un exemple plus concret. Un spectateur, dans une salle de cinéma qui trouve le film très mauvais et qui s'ennuie, hésitera souvent à quitter la salle avant la fin du film, pour ne pas gâcher l'argent qu'il a dépensé pour son billet. En revanche, si un ami lui a donné le billet gratuitement, ce même spectateur n'hésitera pas à partir. Ces deux décisions de quitter la salle sont, pour un agent parfaitement rationnel, complètement identiques, tandis que pour nous, personnes sensibles à l'aversion à la perte, elles ne le sont aucunement. Il existe aussi un autre type de frein, proche de la notion de coût irrécupérable du fait de leur caractère temporel. Il s'agit de la durée de vie de nos infrastructures. Une fois encore, les choix faits par le passé conditionnent nos environnements socio-techniques pendant des dizaines d'années. Nombre de nos infrastructures, bien que non climaticides comme les investissements dans les énergies fossiles, sont obsolètes d'un point de vue environnemental et climatique. Elles devraient donc être renouvelées. Cependant, là encore dans un souci de rentabilité, on attendra le retour sur investissement complet et très peu de renouvellements prématurés ne seront effectués. Et même si l'on décidait de les remplacer dès maintenant, cela prend du temps. Par exemple, au rythme du taux de remplacement de 5% par an du parc automobile, remplacer les voitures thermiques par des électriques prendrait 20 ans. Le changement prend donc du temps et l'on peut donc parler d'un frein temporel. Enfin, nous pouvons identifier un dernier type de frein à la transformation de nos environnements. Il s'agit de la dette et de son corollaire, la croissance. Ce n'est peut-être pas très clair de prime abord, alors prenons encore un exemple. Considérons un agriculteur conventionnel et les emprunts qu'il a contractés. Ces emprunts ont servi à payer la terre,
le tracteur et l'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de son exploitation. Comme vous et moi, et comme tout empruntant, il est bien évidemment dans l'obligation de rembourser cet emprunt. Cet emprunt va le contraindre à rentabiliser ses investissements et donc à perpétuer un mode de production conventionnel et intensif. Et ce, même s'il souhaiterait transformer son exploitation pour aller vers un mode de production plus respectueux du vivant. Ce blocage induit par la dette peut, in fine, se décliner de multiples façons à l'échelle individuelle et pour nombre de petits acteurs économiques. Faisons maintenant un bref récapitulatif. Nous avons vu les raisons qui font que nos environnements socio-techniques sont verrouillés. Nous connaissons maintenant le rôle des acteurs, des normes et des pratiques dans leur construction. Nous savons également qu'il est essentiel pour qu'un environnement socio-technique se structure durablement d'influer sur le choix des consommateurs. Nous avons maintenant conscience que le choix fait dans le passé influence nos choix actuels. C'est la dépendance au chemin. Enfin, nous avons passé en revue plusieurs grands types de freins à la transformation de nos environnements. On comprend donc comment on en est arrivé là. Il faut donc maintenant essayer de comprendre comment changer les choses. Comment fait-on pour transformer durablement nos sociétés et pour faire sauter ces verrous? Tout d'abord, il faut réaliser que nombre d'activités économiques sont incompatibles avec la limitation du réchauffement climatique à plus 2 degrés. Nous devons donc désinvestir ces activités économiques climaticides et réorganiser la société. Cela revient in fine à casser les verrous socio-techniques qui nous restreignent. Cependant, le monde politique comme le monde économique tarde à s'emparer des enjeux de la transition bas carbone. Cette dernière reste encore un sujet sensible en raison des problèmes socio-économiques qu'elle sous-tend. En effet, savoir quelles solutions et quels outils utiliser pour transformer nos environnements socio-techniques verrouillés est un sujet éminemment politique. Néanmoins, cette transformation est inévitable. C'est pourquoi elle doit être anticipée et maîtrisée. Car à l'inverse, ne rien faire ne fera que renforcer les conséquences du changement climatique sur nos économies. Ces conséquences seront bien plus dévastatrices pour notre économie que sa transformation vers un modèle bas carbone. Rappelle-toi la 4e vidéo de notre première saison où l'on approfondit l'impact économique dévastateur du réchauffement climatique. Mais comment fait-on pour faire émerger un nouveau régime socio-technique climato-compatible? Cette question mobilise tout autant le monde de la recherche que la question climatique en elle-même. Ainsi, 2 chercheurs hollandais ont défini 3 étapes clés à la transformation de nos environnements. 1. Faire pression sur le système dominant. 2. Légitimer les alternatives. 3. Aider à la convergence et à la mise en réseau. La première étape est donc de faire pression sur le système dominant. Le système dominant, c'est le paysage de notre environnement socio-technique. Il est composé des politiques publiques, de la sphère médiatique, de l'opinion publique. C'est en quelque sorte, pour résumer, tout ce qui fait le contexte de l'environnement dans lequel on vit. Cette pression peut s'exercer de bien des manières. Cela peut passer par de la sensibilisation, des enquêtes sur des pratiques nocives, des mobilisations, des discours et même par des batailles législatives. Ainsi, les mobilisations citoyennes et les nombreuses actions de désobéissance civile menées ces derniers mois ont permis de faire prendre conscience à la grande majorité des Français de l'urgence environnementale et climatique dans laquelle nous nous trouvons. C'est le cas par exemple de l'affaire du siècle, où plusieurs ONG attaquent l'État pour inaction climatique, ou encore les actions de désobéissance civile, portées par Extinction Rebellion ou ANV COP21. Certains affirment même que l'écologie aurait gagné la bataille culturelle. On peut aussi penser aux débats qui ont eu lieu début juillet sur la loi mobilité. Au cours de ces débats, 2 amendements furent proposés pour interdire les trajets en avion quand les alternatives en train, respectivement, de moins de 2 heures et moins de 4 heures existaient. Ces amendements, bien que non adoptés, ont permis de faire émerger un débat public quant à la place de l'aérien et de faire prendre conscience de l'incompatibilité du développement de ce secteur avec un objectif de limiter le réchauffement à plus 2 degrés. Ensuite, la seconde étape pour faire changer le régime socio-technique dominant est de légitimer les alternatives. En effet, à côté d'un régime dominant, il existe toujours des alternatives et ce que l'on appelle des innovations de niche. Les légitimer signifie prouver que ces alternatives peuvent nous apporter quelque chose et qu'elles résolvent nos problèmes. C'est ce que fait notamment un mouvement comme Alternatiba avec leur village. Ils montrent, par l'exemple, à quoi pourraient ressembler les villes soutenables de demain. De plus, légitimer les alternatives signifie être cohérent avec leurs capacités. C'est-à-dire qu'il faut avant tout leur donner le temps et les moyens de grandir jusqu'à devenir crédibles à grande échelle. Enfin, la 3e et dernière étape pour favoriser le changement de régime socio-technique est d'aider à la convergence et à la mise en réseau de ces petites initiatives et de ces alternatives. Il faut faire en sorte qu'elles atteignent une taille critique afin de pouvoir peser sur le régime socio-technique dominant. Cette étape de mise en réseau, en quelque sorte, rejoint la légitimation des alternatives, mais elle revêt un côté politique supplémentaire.
il faut redonner aux acteurs autant qu'aux citoyens les moyens de comprendre les enjeux et de choisir de manière collective leur avenir. Au vu de l'urgence environnementale et climatique, ces 3 étapes clés dans la transformation de nos régimes socio-techniques doivent s'opérer à toutes les échelles. À l'échelle des individus, pour qu'ils deviennent des acteurs de la transition, c'est-à-dire en étant moteurs du changement ou en validant certaines transformations à l'œuvre par des nouvelles pratiques. À l'échelle économique, avec une transformation des secteurs d'activité vers des modèles économiques bas carbone. Et enfin, à l'échelle collective, c'est-à-dire porter et valider collectivement les alternatives au régime dominant. C'est là où la dimension politique entre en jeu. Car l'approche technicienne et scientifique est essentielle pour cerner le problème et faire le bilan bénéfices-inconvénients des solutions. Cependant, le choix ultérieur entre les solutions résulte, lui, d'une discussion politique et d'un choix collectif. Le rôle du politique dans la transition bas carbone et dans la transformation de nos environnements socio-techniques est donc essentiel. Outre les décisions collectives qui doivent émerger des débats, l'État et les pouvoirs institutionnels, internationaux, nationaux et locaux se doivent de s'emparer de ces problématiques. Cependant, leur compréhension et leur prise en compte des enjeux énergie-climat est tout aussi difficile et comme nous l'avons mis en évidence dans la vidéo précédente, une très forte inertie et de nombreux freins verrouillent la transformation politique et économique de notre monde. Voilà, nous venons donc de mettre en évidence les enjeux liés aux freins structurels et à nos environnements socio-techniques verrouillés. Alors, sans faire que de changer le système, ou devrais-je dire les systèmes ? Au vu du nombre de verrous en action, cela représente une tâche presque pharaonique. Et qui plus est, nous raisonnons seulement à l'échelle française. Par quoi commencer alors? Et comment ne pas être découragé devant l'immensité des transformations à accomplir? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons par contre, c'est que des milliers de personnes essayent de faire bouger les choses tous les jours à plus ou moins grande échelle. Nous proposons donc, pour ne pas se noyer dans la multitude des changements à mener, de se concentrer pour commencer sur ce qui marche à l'échelle locale et autour de nous, avant de s'impliquer à plus grande échelle.